Bonsoir à tous. Je m'appelle Yannick Blanc, je suis le président de la Fonda. Je suis très heureux de vous accueillir à ce premier de la série des Fonds d'après, les rencontres débats de la Fonda, consacrées aux enjeux du numérique dans le monde associatif. La Fonda est un laboratoire d'idées au service du monde associatif. C'est un think tank qui structure sa démarche autour d'une approche prospective des problèmes du fait associatif, de la place du fait associatif dans la société et de la façon dont les mutations de la société impactent le fait associatif. Il était donc pratiquement inévitable que dans notre programme d'activité, dans notre programme de réflexion, nous mettions le numérique à l'ordre du jour, car le numérique impacte le monde associatif comme il impacte le reste de la société et de l'économie. C'est un défi qui est assez paradoxal, puisque le monde associatif se réclame souvent de sa capacité d'innovation sociale. Or, on constate qu'en matière de maîtrise des outils numériques et d'entrée dans la civilisation numérique, le monde associatif est rarement à l'avant-garde. Pour inaugurer cette série de débats, nous avons choisi le thème de la santé. Ce choix n'est pas du tout un hasard. La santé est le terrain sur lequel les associations, au cours des 30 dernières années, à la suite d'une longue tradition de coopération entre l'État et la société civile sur ces questions, en tout cas au cours des 30 dernières années, ce sont les associations qui ont le plus profondément transformé la façon dont, collectivement, nous gérons les questions de santé. 3 exemples remarquables. Les malades du sida et leurs associations ont transformé les droits du malade. C'est eux qui sont à l'origine de la reprise du pouvoir par les patients dans le système médical et de la loi Kouchner. Merci à la régie. Les associations de parents d'enfants ayant des maladies orphelines, et notamment des maladies génétiques, sont à l'origine, avec le Téléthon, de la médecine génétique d'aujourd'hui. C'est eux qui ont financé le premier décryptage du génome humain et par conséquent et toute la recherche qui s'en est suivie. Il y a vraiment ces 2 grandes transformations de la médecine, à la fois dans la pratique institutionnelle de la médecine et dans les fondements scientifiques, sont vraiment le fait de structures associatives. Et donc la santé est un secteur qui est à la fois très structuré par des pouvoirs, le pouvoir médical, le système de pouvoir de la recherche et puis le pouvoir politico-administratif tout court qui administre la santé de manière extrêmement impérieuse, impérative, avec un poids des impératifs gestionnaires qui sont de plus en plus forts. Or, les grands enjeux de santé ne progressent et n'évoluent que lorsqu'ils sont véritablement appropriés par l'ensemble de la société. Et par conséquent, nous avons la conviction que les problèmes de santé tels qu'ils vont se poser demain, enfin ce soir, demain matin, tels qu'ils se posent tout de suite, les problèmes des maladies chroniques, les problèmes des pathologies émergentes, les problèmes liés à la personnalisation de la médecine, à la médecine prédictive, toutes ces questions ne seront pas traitées indépendamment de la capacité des citoyens à s'emparer de ce débat. Je vais donc laisser Alexei Tabet, qui est le chargé d'études de la Fonda, animer ce débat et présenter nos intervenants. Je ne le ferai pas sans avoir remercié chaleureusement Cécile Thibault du NUMA qui nous a invités à venir profiter de cet endroit à la fois convivial et emblématique de la civilisation numérique pour mener cette série de débats. Et puis, je vous donne rendez-vous d'ores et déjà pour les débats suivants des Fonds d'après qui se dérouleront également ici. Le 9 novembre, un débat sur la blockchain, sujet à peu près incontournable du monde numérique par les temps qui courent. Et le 7 décembre, un débat sur la dimension numérique de la démocratie contributive. Et la démocratie contributive sera, de manière détournée, mais je crois tout à fait significative, un des enjeux de la séquence électorale qui va s'ouvrir au début de l'année prochaine. Alexei, je te passe le micro. Oui, merci Yannick, merci pour ton introduction. Et j'ajoute immédiatement, en rebondissant sur ce que tu dis, que si les
les associations sont sont essentielles dans le domaine de la santé. Elles évoluent désormais et il faut qu'elles l'introduisent dans leur radar dans des systèmes de santé qui sont complètement bouleversés par le numérique. Bouleversés notamment parce que les acteurs traditionnels sont contraints de composer, de faire avec de nouveaux acteurs entrants du fait de ces transformations numériques. Il peut s'agir d'abord des usagers organisés, on va en discuter, donc des patients, des malades qui, notamment grâce aux réseaux sociaux, aux nouvelles potentialités des réseaux sociaux, s'organisent, échangent entre pairs, produisent une connaissance qui entre non pas forcément en concurrence avec celle de l'institution médicale, mais en tout cas qui demande aux professionnels de santé d'accepter que leur monopole sur le savoir en la matière soit remis en question. Avec des acteurs aussi qui sont ceux des acteurs économiques, les producteurs de données, ceux qui traitent les données, notamment au moyen du big data, et qui poussent l'émergence d'une conception de la santé, qui est une conception de la santé très préventive, qui peut traiter dans des dimensions, on pourra en discuter aussi, comme jamais, c'est des données sur le génome humain notamment, qui tend à transformer les malades, les usagers des systèmes de santé en profil de risque, l'idéal transhumaniste dont on entend beaucoup parler en ce moment, étant de pouvoir gérer grâce à des algorithmes ces profils de risque et leur donner les bons traitements ensuite. Voilà. Néanmoins, face à ces inquiétudes qui émergent dans le débat public en ce moment sur les transformations numériques de la santé, l'idée de ce débat, c'est de dire que ces transformations numériques de la santé ne sont pas univoques, que ces transformations contiennent en puissance une multitude d'avenirs possibles, dont certains vont plutôt dans le sens du pouvoir d'agir des individus, de leur capacité à se réapproprier la gestion de leur santé, à réancrer leur relation de soins dans l'espace social, dans le lien social. Et c'est pour discuter de tout ça, je vais laisser immédiatement la parole à nos trois intervenants qui vont présenter chacun des projets qui sont face à ces enjeux porteurs d'avenir. D'abord, Muriel Londres, vous êtes impliquée dans le collectif Impatients, Chroniques et Associés, qui groupe des associations de malades chroniques, associations entre lesquelles vous organisez une activité communautaire et vous militez pour la progression de la démocratie sanitaire. Interviendra aussi Olivier de Frénois. Olivier, vous coordonnez le programme Epidemium, qui est coporté par le laboratoire Roche, pharmaceutique, donc, et le laboratoire communautaire, vous nous expliquerez ce que c'est, la Paillasse, qui est pas très très loin d'ici d'ailleurs, côté Strasbourg-Saint-Denis. Donc le programme Epidemium qui a vocation à exploiter des bases de données ouvertes, donc un big data, en open big data, et dans des démarches de recherche en épidémiologie participative et collaborative, vous nous en direz plus là-dessus. Et enfin Marine Alvarez de la FING, Fondation Internet Nouvelle Génération, qui a coordonné le programme Mes Infos Santé, qui en 2 mots est une adaptation et une extension du programme Blue Button américain, qui est un programme qui vise en fait à construire un carnet de santé numérique. Mais l'idée, c'est de développer de nouveaux usages, vous nous en direz plus. Donc je laisse immédiatement la parole à Muriel Londres, qui va nous présenter son collectif Impatients, Chroniques et Associés. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Je remercie votre président pour cette introduction qui remettait bien dans le cadre de l'émancipation des patients et des mouvements qui ont eu lieu, qui ont amené à plus de pouvoirs qui ont été donnés aux patients et aux associations les représentants. Je parle au nom d'un collectif qui s'appelle donc Impatients, Chroniques et Associés, qui a été formé de façon informelle au début, en 2005, autour de la problématique de l'emploi des malades chroniques.
Et ensuite, les associations en fait, ont trouvé des terrains d'entente et des terrains de mobilisation communs. Les malades chroniques ont plein de choses en commun, peu importe leur pathologie, qu'elle soit aiguë ou qu'elle soit avec des passages moins aigus. Donc autour des restes à charge, autour de l'information médicale, autour du parcours de soins, enfin voilà. Nous sommes devenus une association en 2011 et à ce jour, nous comptons 11 associations membres. Donc notre particularité, c'est qu'on a des très grosses associations comme Aide, qui sont très reconnues, très impliquées, et des plus petites associations qui font un travail formidable avec souvent que des bénévoles. Je peux citer par exemple APT, une association pour le tremblement essentiel, qui est une association qui fait énormément d'informations, notamment sur les réseaux sociaux, et qui aussi finance des programmes de recherche. Donc nous travaillons ensemble en interassociatif, beaucoup autour de la démocratie en santé. Je ne sais pas si certains parmi vous ont appris la création avec la nouvelle loi de santé de l'Union nationale des associations agréées du système de santé. Donc voilà, on a été auditionné par la commission chargée d'écrire le décret. On a beaucoup travaillé sur ce qu'on voulait, la place des malades, parce que en fait cette UNAS, c'est les usagers, et dans les usagers, il n'y a pas que les malades, il y a aussi les personnes retraités, il y a aussi les consommateurs, il y a aussi les personnes handicapées. On travaille aussi beaucoup sur la thématique de la maladie chronique et l'emploi. On fait beaucoup de sensibilisation sur le sujet. Et en ce moment, on rédige un guide parcours de santé. Donc, il a la particularité d'être basé sur des témoignages de personnes. Et c'est un guide pratique qui donne des outils aux personnes malades chroniques et à leurs proches pour mieux gérer leur parcours de santé. On s'intéresse aussi pas mal à la e-santé. On a été auditionné pour un rapport gouvernemental sur les big data. Et de manière générale, on a fait aussi des états généraux où on a mobilisé des personnes et on a essayé de savoir ce qu'ils voulaient un peu de ces nouveaux outils numériques, de ces nouveaux changements. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Merci. Alors, bonsoir à tous. Merci aussi de m'avoir invité. Et je me joins à Muriel sur ce que vous disiez. Effectivement, je crois que les associations ont un rôle à jouer dans cette question de santé. Alors, pour remettre un peu de contexte à ce qui a été présenté au départ, donc Epidemium, c'est un programme qui est né il y a un peu plus de 2 ans maintenant, de la rencontre entre Roche, laboratoire pharmaceutique, leader mondial du traitement contre le cancer, et de l'autre côté, la PAIAS, laboratoire communautaire. Alors, un laboratoire communautaire, en réalité, c'est une association. C'est un format associatif. C'est un espace qui est situé à 200 mètres d'ici, au 226 rue Saint-Denis, pour ceux qui connaissent. Et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à y faire un tour. Et donc voilà, c'est un grand espace dédié à la mutualisation des ressources dans le domaine de la science. C'est-à-dire que demain, vous avez un projet, quiconque a un projet, a besoin d'avoir accès à des ressources, ça coûte cher, c'est compliqué. Installer un laboratoire de bio complet dans son garage, c'est assez difficile. Ou dans son appartement, surtout à Paris, dans les petits appartements dans lesquels nous vivons. En revanche, voilà, pouvoir mutualiser tous ensemble ce type de ressources, voilà, permet déjà d'y avoir accès et bien évidemment, dans cette logique de partage, d'être dans une dynamique de collaboration. Alors, la dynamique de collaboration, c'est aussi ce qui a été le terreau, je dirais, fondamental du programme Epidemium, c'était de se dire comment faire venir une communauté la plus large possible, la plus hétérogène possible, à l'intérieur d'un espace, autour des problématiques qui étaient les nôtres, et qui sont toujours les nôtres, qui sont les problématiques d'épidémiologie du cancer. Donc, comprendre le cancer et appréhender le cancer, en tout cas son épidémiologie de manière nouvelle, en créant de l'intelligence collective. Donc, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé ce programme, on a identifié 4 grandes thématiques. Donc, on a travaillé autour de l'épidémiologie assez classique, la distribution des pathologies dans le temps et dans l'espace. On a aussi été proposé un challenge, une thématique autour des facteurs de risque et des facteurs protecteurs. Ensuite, on s'est intéressé à une 3e problématique qui était celle de ce qu'on appelait la méta-épidémiologie. C'est-à-dire, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le domaine du cancer, un oncologue, s'il devait se mettre à jour de toute la littérature scientifique sur le sujet, il aurait besoin de plus de 24 heures par jour pour la lire,
plus ensuite l'intégrer et la digérer. Donc autant dire que c'est impossible. Donc aujourd'hui, on a des machines, des ordinateurs avec tout ce qu'on appelle du natural language processing, avec des algorithmes qui permettent d'aller extraire de l'information. Et donc ce troisième challenge était autour de cette littérature scientifique, comment essayer d'aller de manière automatique en extraire des informations essentielles. On reviendra peut-être un peu sur ces sujets. Et enfin, puisqu'on avait lancé ce programme aux alentours de la COP 21, on avait fait un challenge autour de changements environnementaux et cancer. Et voilà, donc c'était un challenge qui a duré 6 mois, qui a réuni une communauté d'un peu plus de 700 personnes, incluant, je vous le disais tout à l'heure, des profils absolument hétérogènes et de provenance très variée. Donc on avait à la fois des étudiants, mais aussi des chercheurs, on a eu des professionnels, on a eu des startups, des entreprises, des PME, des individuels simplement passionnés qui sont venus. Ça a donné lieu à vraiment un peu plus de 300 personnes qui se sont mobilisés autour de ces enjeux-là. Ça a donné un certain nombre de projets, un peu plus d'une quinzaine d'approches différentes, nouvelles, basées sur les données, puisque c'était le cœur de notre propos, c'était utiliser les données disponibles en open data, c'est-à-dire les données ouvertes et accessibles publiquement aujourd'hui sur des plateformes disponibles dans le monde entier, en lien avec le cancer et l'épidémiologie du cancer, donc tout évidemment les facteurs de risque, les éléments cancérogènes, mais aussi les informations comportementales, enfin tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui de données disponibles. Pour vous donner une idée, nous on avait réuni près de 21 000 jeux de données à travers le monde qui étaient pertinents pour étudier l'épidémiologie du cancer. Et voilà, donc toute cette communauté s'est activée. Il y a eu, donc, comme c'était une forme de challenge, on a été accompagné et encadré par 2 comités, un comité scientifique et un comité éthique, ce qui était très important pour nous d'avoir cet encadrement scientifique d'une part et éthique d'autre part, dont je vous passerai le détail de ces membres, mais qui là aussi s'est voulu extrêmement hétérogène et complémentaire en termes de profil. Et voilà, et à la fin, ça nous a donné 8 projets finalistes qui représentaient à peu près 75 membres d'équipe au total sur ces 8 projets, et avec des choses très, très, très originales, très nouvelles. Notamment une équipe qui s'est mise en tête, qui a mobilisé plus de 200 personnes pour aller chercher toutes les données open data disponibles sur le cancer pour essayer et des facteurs de risque, pour essayer de les compiler dans une seule base de données, après aller l'explorer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une approche nouvelle, qu'on appelle une approche populationnelle, qui a donné des résultats tout à fait pertinents sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Mais on entendait tout à l'heure le terme de médecine prédictive. Donc on a eu aussi tout un tas d'équipes qui se sont mobilisées sur ce qu'on appelle le machine learning. Alors là, je rentre un peu dans un jargon complexe. Mais l'idée, c'est, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, donc on parle d'outils, et notamment de machine learning, de deep learning. Ça, c'est juste pour les mots-clés dont voilà, vous ne vous rappellerez pas, mais ça, c'est pas très grave. Au moins, on les a cités. Et l'idée, c'est que ce sont des méthodologies d'analyse et de travail de la donnée, des données disponibles numériques, qui permettent d'essayer de prédire ce que pourrait être une variable, c'est-à-dire un facteur dans une base de données. Pour vous donner un exemple extrêmement concret, on a réuni des bases de données sur certains types de cancers. On les a mis dans un serveur, donc hébergé en ligne. On les avait sur 30 ans. On a caché les dernières années. Et on a dit aux gens, voilà, vous avez les premières années, essayez de déterminer les dernières années que vous n'avez pas. Nous, on les avait cachées dans ce serveur-là, et on ne les donnait pas aux gens. Et ils ont développé des algorithmes, c'est-à-dire des protocoles informatiques, qui ont permis de retrouver les informations qu'on leur avait cachées. Donc ça a été pour montrer que des approches avec des algorithmes très particuliers pouvaient donner des résultats. Après, à la recherche de s'en emparer et de scaler. Voilà, et tout un tas de projets différents. Je vous invite, si c'est des choses qui vous intéressent, vous pouvez trouver, puisque la logique d'un programme d'open science comme celui-ci a été de tout est fait en open source, c'est-à-dire tout est ouvert et réutilisable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se rendre sur la plateforme d'Epidemium, sur le wiki, récupérer le contenu, récupérer les données, continuer à travailler. On a aujourd'hui des laboratoires de recherche qui s'intéressent à ces sujets-là, qui viennent nous voir, qui réutilisent un certain nombre de choses. Mais on a aussi des gens qui continuent, qui avancent sur les différents projets, qui viennent compléter une espèce de commun de connaissances en épidémiologie du cancer. Voilà à peu près pour l'initiative. D'accord, merci. Merci. Voilà, donc, moi aussi, je suis ravie d'être là ce soir et de pouvoir échanger avec vous. Donc, moi, je travaille pour la FING. Peut-être pour redire rapidement un mot de ce qu'est la FING, on est, nous aussi, une association. On partage une certaine proximité avec la Fonda, puisque nous aussi, on fait de la prospective. Nous aussi, on essaie de décrypter certains faits de société.
avec une entrée qui est différente, hein, qui n'ont pas le monde associatif, non pas que la santé, hein, c'est un de nos sujets. Nous, on a une entrée par le numérique et par les usages du numérique. Voilà, on essaie de comprendre comment le développement des usages du numérique change différentes problématiques de la société, donc la façon dont on travaille, notre rapport aux organisations, l'organisation, la gouvernance de la ville, par exemple, la formalisation et la façon dont on fournit les services dans la ville, pour vous donner quelques exemples de sujets. Et on travaille depuis 2011 sur le sujet des données personnelles, plus particulièrement. On a eu travaillé par le passé sur le sujet de l'open data, mais depuis 2011, c'était un sujet un peu neuf pour nous, la FING. Données personnelles, pas nécessairement de santé. Notre approche, hein, depuis 2011, c'est de nous intéresser à ce qu'on a appelé le self-data. Alors, qu'est-ce que c'est le self-data? C'est un peu un néologisme, hein, de notre part. C'est une approche qui consiste à dire, aujourd'hui, il y a plein de données qui sont collectées sur les individus. Alors, je sors du domaine de la santé, hein, ça concerne tous les domaines, hein, vos données de télécom, tout ce que vous laissez comme traces sur Internet, les données que vous fournissez à travers votre carte de fidélité, par exemple à la grande distribution. Donc voilà, il y a plein de données qui sont collectées aujourd'hui sur les individus, qui n'en bénéficient assez peu, et pendant ce temps, il y a pour le dire simplement et simplifier de façon drastique la situation, il y a un déséquilibre croissant entre des organisations surinformées qui développent des stratégies marketing sur la base de la connaissance toujours plus accrue de leurs clients, et d'un autre côté, des individus qui en bénéficient assez peu de cette relation. Ce qui résulte sur une relation de confiance qui se dégrade, et ça concerne les relations avec des individus avec les organisations privées, mais aussi les relations des individus avec des organisations publiques, voire des organismes de santé. Donc voilà, notre approche un peu générique, c'est celle-là qui consiste à dire on va redonner la main aux individus sur leurs propres données. Et donc, on va essayer de convaincre un certain nombre d'organisations à partager les données qu'elles ont sur les individus avec ces derniers, afin qu'ils en fassent ce qui a du sens pour eux. Donc, qu'ils puissent y accéder déjà, hein, c'est un premier pas, qu'ils puissent en prendre connaissance, qu'ils puissent en faire après ce qui a du sens pour eux. Donc, les stocker, les gérer, s'en servir pour mieux se connaître, pour se fixer des objectifs, suivre son activité physique, par exemple, sa consommation sur le long terme, pour pouvoir éventuellement faire des choix un peu plus éclairés de consommation, encore une fois, pour prendre un domaine qu'on a un peu davantage exploré. Donc voilà, notre approche transverse, c'est celle-ci qu'on a abordée à travers un projet qui s'appelle Mesinfo. Et une de nos inspirations pour ce projet Mesinfo a été effectivement le Blue Button américain, hein, qui a été lancé en 2010 aux États-Unis par l'administration Obama avec quelques acteurs de la santé, et qui visait à permettre aux individus de récupérer en un clic leurs données de santé, en cliquant donc sur un bouton bleu. Voilà, c'est simple. Alors, ça a été une de nos inspirations, mais pour l'instant, à ce jour, dans Mesinfo, globalement, on a laissé volontairement de côté les données de santé, hein, en raison, c'est des données sensibles qui posent toutes sortes de questions que ne posent pas les autres données personnelles, ou posent moins les autres données personnelles, type données de consommation. Mais ceci dit, ça nous a semblé intéressant, vraiment intéressant, d'explorer un peu davantage ce sujet des données personnelles de santé. Et comment est-ce qu'on peut permettre aux individus de retrouver la main sur leurs données de santé. Donc on a mis en place, on a lancé il y a un peu plus d'un an et demi, un projet qui s'intéresse spécifiquement au sujet des données de santé, qui s'appelle Mesinfo Santé. Voilà, c'est pour la genèse, pour le dire clairement. Alors, Mesinfo Santé, de quoi il s'agit ? C'est un projet, je l'ai dit, on fait de la prospective, hein, c'est un projet encore assez exploratoire, dans lequel on s'interroge sur ce que pourrait être une duplication ou une adaptation du Blue Button américain en France. Bien évidemment, on est conscient que ça ne se fera pas dans les mêmes conditions, hein. Le Blue Button américain, vous pouvez en un clic récupérer vos données de santé, télécharger un fichier et en faire à peu près ce que vous voulez. En France, si on fait ça, on a une levée des boucliers, bien évidemment, fondée, hein, en quelque sorte, sur un certain nombre de points. Du coup, voilà, on essaie de travailler dans notre contexte français. On ne travaille pas seul, puisque, comme je l'ai dit, on n'est pas un acteur de la santé. Donc, notre connaissance du secteur et des enjeux se développe, mais elle reste un petit peu limitée. Donc, on s'entoure d'un certain nombre d'acteurs de la santé. Aujourd'hui, on a plusieurs associations de patients qui réfléchissent avec nous à ce sujet. Il faut savoir que cette récupération des données par les individus, des données de santé,
c'est une demande des associations de patients depuis quand même plusieurs années. Certaines associations de patients, comme l'Association française des diabétiques, l'ont vraiment affirmé haut et fort. Il y a eu un événement l'an dernier dans lequel a été affirmé « rendez-nous nos données ». Donc on a des associations de patients, bien évidemment, on ne peut pas faire sans. Elles sont extrêmement importantes. On a aussi donc la CNIL, bien évidemment, pour assurer, on va dire, le caractère éthique de la démarche et pour cadrer un petit peu les choses. Et on va avoir des détenteurs de données, donc aujourd'hui qui participent plus ou moins modestement à la réflexion, donc la CNAM notamment, la PHP également avec lesquels on a échangé. On a la MGEN également qui participe. Donc voilà, donc c'est une démarche qui aujourd'hui est copilotée par la FING et le pôle TIC et santé. Donc je ne sais pas si ça vous parle, qui rassemble plusieurs pôles de compétitivité, donc à la fois liés à l'innovation et liés à la santé, à proprement parler. Donc on est encore dans une démarche exploratoire de ce sujet. Aujourd'hui, on n'a pas énormément de choses à partager. On a publié un premier livret qui rassemble les enjeux qu'on a commencé à identifier il y a quelques mois de cela. On a publié une première cartographie des données de santé qui pourraient éventuellement être concernées. Donc ça signifie des données médicales, mais aussi des données de santé au sens large, donc aussi des données d'objets connectés. Donc ce qu'on considérait hier comme des données de bien-être, mais qui désormais rentrent dans ce périmètre des données de santé. Et on a pour objectif, et peut-être que je m'arrêterai là parce que je pourrais en parler longtemps, on a pour objectif de commencer à préfigurer ce que pourrait être une expérimentation de ce Blue Button à la française l'an prochain, pour 2017 sans doute, peut-être expérimentation modeste, mais dans laquelle on essaierait vraiment de tester quelle est la valeur pour les individus, parce qu'on a cette hypothèse qu'ils peuvent bénéficier de l'accès aux données de santé, parce que ça leur permettrait de mieux se connaître, parce que c'est on va dire un rétablissement d'une symétrie informationnelle entre les professionnels de la santé et les individus, parce que ça pourrait leur permettre de mieux se suivre au quotidien, ou de faire des choses plus de l'ordre du médico-administratif. Pourquoi pas gérer son budget santé, tout simplement gérer ses rendez-vous médicaux au quotidien. Enfin voilà, on a exploré un certain nombre de cas d'usage, mais maintenant on a commencé à explorer, on a fait un certain nombre d'hypothèses. Maintenant on veut réaliser si effectivement, avec de vrais testeurs, de vraies personnes qui jouent le jeu, il y a des bénéfices concrets en termes de valeur d'usage au quotidien. Donc voilà où on en est aujourd'hui de cette réflexion. On a également publié une charte de principes pour cadrer tout ça, évidemment pour pas qu'il y ait tout le monde qui fasse n'importe quoi. Voilà, c'est une réflexion qui va se poursuivre dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Marine. Alors, une première question qui émerge quasiment naturellement de vos présentations, c'est celle, dès lors qu'on se met dans des dynamiques d'open data, donc d'ouverture des données, notamment en matière de santé, et alors même que le marché des données de santé se développe considérablement, comment la première chose qui vient à l'esprit, c'est comment est-ce qu'on arrive à sécuriser ces données, quel statut juridique on leur donne, comment dans les démarches où on mutualise des données, est-ce qu'on parvient à les protéger. Donc ça, c'est une première question pour vous tous les deux. Et puis ensuite aussi, et c'est peut-être encore plus important, dans cette dynamique que vous appelez self-data à la FING, comment des usages nouveaux pourraient apparaître entre pairs, c'est-à-dire des usages communautaires, des dynamiques collectives autour de ces données de santé. Ça peut aussi être le cas dans des démarches de recherche. Quelle place, c'est une question que j'aurais pour vous, quelle place ont les usagers, les malades, les patients dans vos programmes de recherche? Est-ce que les associations de patients ont leur mot à dire, par exemple dans le programme Epidemium? Est-ce qu'elles s'impliquent? À quel titre? Voilà, c'était un peu les questions que j'avais à vous poser. Ah bon. Alors je me jette dans le grand bain. Alors premièrement sur les open data, alors faut voir que toutes les données ouvertes qu'on appelle open data, qui sont disponibles sur des plateformes. En France, c'est Etalab qui gère la plateforme data.gouv.fr.
dans d'autres pays. Alors ça peut être au niveau national, régional, au niveau des villes, au niveau des institutions internationales. Par exemple, l'OCDE a sorti l'essentiel de ses données depuis le 1er juillet dernier, je crois, ou celui de l'année dernière. Toutes leurs données sont en open data. Donc ça veut dire que ce sont des données qui sont ouvertes, qui sont sous des licences, pour parler des aspects juridiques, qui sont des licences qui permettent leur utilisation pour la plupart, et notamment en France, on a la fameuse licence OBDL. Il y a d'autres licences qui existent, donc ça qui vont contraindre la manière dont on va pouvoir les utiliser, les exploiter, éventuellement les revaloriser derrière. Il faut savoir ensuite que ces données ouvertes open data sont, quand elles sont des données sur la pression atmosphérique ou ce genre de choses, ce ne sont pas des données personnelles, donc ce sont les données, là on a accès aux données parfois géolocalisées, parfois pas, etc. Quand ce sont des données issues de données personnelles, sont des données qui sont agrégées, ou pour être même plus précis, elles sont agrégées en vue d'être anonymisées. C'est-à-dire qu'un jeu de données est mis en open data, et ça, je pourrais vous en parler un peu après avec un exemple concret, c'est des données sur lesquelles on n'est absolument pas capable de réidentifier un patient à l'intérieur, si c'est des données de santé, ou un individu, si ce ne sont pas des données de santé. Des données personnelles. Pour vous donner un exemple, nous on a travaillé avec Roche et la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, qui veille justement à ce que les données soient utilisées correctement et dans le cadre de la loi de 78 en France. On a travaillé avec eux pendant près d'un an pour accompagner et pour que le laboratoire Roche publie en open data des données issues d'essais cliniques. Donc évidemment, il a fallu vérifier la faisabilité depuis l'origine de la collecte de ces données jusqu'au moment où il a été publié en open data dans le cadre du challenge et du programme Epidemium pour le redonner en accès à la communauté qui a pu s'en saisir et travailler dessus. C'est plus de 8000 patients. Voilà, donc c'est des données qui ont été donc de plus de 8000 patients qui ont été travaillés, retravaillés, agrégés, anonymisés, donc, et avec lesquels il est aujourd'hui absolument impossible de réidentifier qui que ce soit derrière. Ça, c'est absolument évident, ça a été testé, retesté, approuvé et validé. Donc ça, c'est vraiment la logique d'open data. Ensuite, la deuxième question, c'était sur les données des patients et la sécurisation des données. Rapidement, ce qui est intéressant quand on fait un programme de recherche, alors surtout nous avec notre spécificité qui est la volonté de faire de la recherche médicale décentralisée, ouverte et accessible et très inclusive, donc on est ravis d'y accueillir n'importe quel type de profil. Il y a toujours des bonnes idées qui en émergent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des données qui évidemment sont très précieuses. Maintenant, évidemment, on ne peut pas rendre ouvertes et accessibles à tous toutes les données personnelles de santé de tel et tel individu. Ça, c'est absolument évident. En revanche, ce qu'on voit sur les questions de sécurisation, c'est qu'aujourd'hui, les données, on est capable de les sécuriser sur des serveurs. Il y a des solutions qui émergent aujourd'hui. Alors, je crois que c'est votre prochain débat, mais voilà, la technologie de la blockchain, entre autres, avec derrière ce qu'on appelle les clouds sécurisés et personnalisés, permettent aujourd'hui, c'est très embryonnaire, hein, c'est surtout au niveau de certains laboratoires de recherche que les gens sont en train de mettre en place des outils qui permettraient, en fait, imaginez que vous avez chacun un cloud personnalisé et sécurisé dans lequel vous avez vos données de santé. Grâce à une blockchain, vous pouvez décider, vous, individu, de donner accès à ces données de santé à des laboratoires de recherche, à des programmes de recherche, à qui vous voulez en fait. Et ça peut être enregistré dans une blockchain avec notamment l'exécution des smart contracts qui ouvrent la porte à votre cloud sécurisé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas un serveur avec plein de données à l'intérieur. Le jour où il y a un hacker qui rentre, il récupère tout. Mais là, vous avez plein de petits clouds sécurisés différents. Donc déjà, un est moins intéressant pour un hacker, parce qu'il ne récupère pas un volume important de données, mais simplement les données d'une seule personne. Donc déjà, c'est beaucoup moins... à ce niveau-là, il y a beaucoup moins de risques. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des solutions aujourd'hui logicielles, informatiques, qui permettent de dire, vous donnez accès à tel programme de recherche à vos données, ils y ont accès, mais sans forcément d'ailleurs savoir votre nom et votre prénom. Ils ont accès à vos informations, c'est-à-dire qu'ils savent si vous êtes un homme, une femme, quel âge vous avez, éventuellement quelle pathologie, et puis les informations, pas forcément toutes d'ailleurs, mais que celles qui vont les intéresser dans leur programme de recherche ou dans la recherche, dans leur essai clinique, et pouvoir derrière faire avancer la recherche. Donc il y a des solutions aujourd'hui qui commencent à pointer le bout de leur nez pour pouvoir avoir accès à une donnée moins agrégée, donc beaucoup plus précise, et au final qui sera sans doute plus pertinente pour beaucoup de recherches. Alors, c'est vrai que sur Epidemium, on travaille sur de la donnée épidémiologique, donc de la donnée populationnelle. C'est toujours intéressant d'avoir une donnée
de plus en plus fines et précises, mais on peut aussi faire de la recherche sur de la donnée open data populationnelle. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment ces deux catégories de données qui sont les données personnelles d'un côté et vraiment les données open data qui ne sont pas des données personnelles ou des données de santé nominatives, mais vraiment anonymisées grâce à des systèmes d'agrégation des bases de données. D'accord, merci Olivier. Oui, et effectivement, si vous pouvez réagir, Marine, sur cette question de la sécurité liée aux usages de ces données personnelles que vous voulez produire et multiplier dans ce projet de Blue Button à la française. Alors, de fait, elles sont déjà produites, elles sont déjà multipliées. Nous, ce qu'on cherche à faire, hein, c'est plutôt à permettre aux individus d'y accéder. Donc, en cela, effectivement, elles seront dupliquées d'une certaine façon. Mais il y a déjà une quantité énorme de données qui circulent, parfois, souvent, sans que les individus en aient conscience. Pour revenir sur ce que disait mon voisin qui me tendait une perche, puisque c'est vrai qu'on était déjà plus uniquement dans le thème de l'open data, mais sur la thématique des données personnelles. Nous, ce qu'on cherche à faire, bien évidemment, c'est pas de l'open data. Hein. Il ne s'agit pas de dire aux individus, voilà, vos données vont être partagées avec tout le monde. Dans notre idée, la piste qu'on creuse, c'est vrai, c'est comme dans le Blue Button, c'est effectivement chaque individu aura accès uniquement à ses propres données. Et il faut qu'on s'assure que les bonnes données aillent à la bonne personne. Ça, c'est une première clé extrêmement importante et pas évidente, hein, parce que du côté des systèmes d'information des organisations, quelles qu'elles soient, c'est pas évident de restituer la bonne donnée à la bonne personne. Donc ça, c'est un premier, on va dire un premier élément indispensable. Et après, effectivement, c'est mettre en place les modalités de transfert sécurisées de ces données à l'individu. Donc là, il y a un vrai défi et aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses sur ces modalités de transfert des données, ces modalités d'accès. Ce qu'on expérimente du côté de Mes Infos globalement, hein, donc je quitte une seconde la thématique de la santé parce qu'on est allé plus loin sur le Mes Infos globalement. On a déjà mené des expérimentations, on a déjà un projet pilote. C'est vrai qu'on travaille avec des organisations sur la mise en place d'API pour permettre aux individus d'accéder à leurs propres données. Ce qui est intéressant, et là je rejoins mon voisin, c'est que nous, dans les architectures sécurisées qu'on a identifiées pour que les individus puissent accéder à leurs données, il y a bien évidemment l'architecture du cloud personnel. On travaille avec, là je suis toujours pas sur le domaine de la santé, on travaille avec une start-up française qui s'appelle Cozy Cloud, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui propose donc un cloud personnel, c'est-à-dire que chaque individu a accès à son propre serveur sécurisé, alors distant ou qui peut installer s'il est un peu geek sur sa machine, mais a priori c'est des serveurs distants, donc ils vont être stockés chez OVH par exemple, mais sécurisés. Avec les avantages qu'on évoquait, c'est-à-dire que c'est plus sécurisé parce que pour un hacker, l'effort à faire pour aller hacker ces données est extrêmement important. Donc voilà, là, effectivement, c'est un des avantages qu'on voit dans cette solution du cloud personnel qui peut se conjuguer ou pas avec de la blockchain. Du côté de Cozy aujourd'hui, Cozy Cloud, voilà, il n'y a pas de blockchain derrière. Et alors, par contre, Cozy Cloud aujourd'hui n'est pas agréé pour héberger des données de santé. Donc, si on expérimente dans le cadre de Mes Infos Santé, il faudra qu'on fasse autrement ou voilà, qu'on travaille autrement. Ça fait partie des contraintes à prendre en compte pour les données de santé. Hein. Il faut des hébergeurs de données agréés pour héberger ces données de santé. Donc voilà un peu les contraintes. Et ce qui est intéressant dans le cas du cloud personnel, donc c'est que ça permet de stocker ces données, ça permet d'accéder à ces données, mais on peut également faire tourner des applications et des services, du code en quelque sorte, à l'intérieur du cloud personnel. Ce qui peut permettre de rendre des services à l'individu, voilà, dont il peut tirer des bénéfices concrets, hein, visualiser ses données, gérer encore une fois, je reprends les exemples que j'avais tout à l'heure, hein, gérer son budget, gérer son quotidien, sans que des organisations extérieures aient accès à ces données précisément. Voilà, donc c'est un autre avantage qu'on voit. Et dans les cas d'usage, je m'arrête juste après, effectivement, dans les cas d'usage potentiels qu'on a vu, il y en a un qui est plus relationnel. On sent qu'il y a une vraie appétence du côté des individus pour des usages sociaux de leurs données et de leurs données de santé. Sociaux, pas au sens où je veux partager toutes mes données de santé sur Facebook, plutôt sociaux au sens où je peux avoir besoin, dans certains cas, de partager de l'information avec des individus qui présentent des
des signaux ou des pathologies similaires, hein, par exemple, donc sur des forums ou des espaces plus sécurisés. Donc voilà, il y a peut-être ce genre d'usage, nous, qu'on commence à explorer et qui nous semble aussi intéressant. Et justement, ça peut faire le lien avec ce que pourra nous dire Muriel Oui. concernant les usages. C'est-à-dire que on voit bien hein, dans le débat actuel sur les données de santé, ce qui apparaît, c'est qu'elles vont de pair avec une conception de la santé de plus en plus quantifiable, mesurable, et avec tout ce qu'on appelle le quantified self, tous ces objets connectés, t-shirts connectés, jusqu'aux nanotechnologies qui permettent de mesurer son rythme cardiaque, etc. J'en passe, son rythme de digestion, etc. Alors je me tourne vers vous, Muriel, pour savoir comment, notamment dans le cas des malades chroniques, qui vont être certainement les plus exposés à ces nouveaux usages de technologies connectées, etc. Comment est-ce qu'on pense ce nouveau rapport à la santé, ce nouveau rapport au corps, ce nouveau rapport à la donnée de santé, et comment on intervient sur ces sujets? Alors, je ne vais pas répondre tout de suite à votre question, parce que j'ai des choses à dire sur les interventions précédentes. Voilà. Notamment par rapport à l'AFD et le fait que les patients ont besoin de leurs données leur appartiennent, et effectivement la donnée de santé, ça permet un rapport plus égalitaire avec son médecin. Enfin voilà. Pour autant, il faut la comprendre. Donc, on a besoin d'outils, on a besoin d'interfaces en fait pour pouvoir lire la donnée, et ça doit être un outil de dialogue. Voilà. Ensuite, pour revenir sur la sécurisation des données, effectivement, de plus en plus d'applications de quantified self, de choses comme ça sortent, avec, voilà, une donnée qui est, j'ai envie de dire, quelquefois volée au patient, puisque à partir du moment où il achète un objet connecté, on lui dit pas spécifiquement que pour pouvoir utiliser son objet connecté, il va falloir qu'il se logue sur une plateforme qui lui prendra toutes ses données. Voilà, donc il est payeur d'un objet, et puis en même temps, après, on revend ces données pour faire des choses qui peuvent être très bien, mais voilà, mais il y a un manque quand même d'informations. Et pour tout ce qui est, pour revenir encore sur ce qui était dit auparavant, sur l'open data et les recherches en big data, ce qu'il faut quand même bien garder à l'esprit, nous, en tant que personnes malades, et pour la société en intégralité, c'est que ces données doivent avant tout servir la santé publique. Voilà, on doit pouvoir mieux comprendre l'émergence de maladies. Enfin voilà, on doit pouvoir peut-être faire de la médecine personnalisée, mais il y a aussi énormément de dérives qui sont possibles. Heureusement, la loi les encadre avec l'article 143. Enfin, voilà, on ne peut pas utiliser les données de santé pour faire de l'assurance avec un risque individuel, par exemple. Voilà, donc... alors, je suis d'accord que l'assurance n'est pas totalement individuelle et que les malades chroniques ont moins accès à l'assurance que les personnes, mais le fait de découvrir en fait comment mieux marchent les maladies, le fait qu'on arrive à mieux isoler un risque ne devrait pas en fait mettre à plat notre système de santé. On devrait encore pouvoir avoir un système qui est égalitaire pour tous, où on a des remboursements, et par rapport au quantified self, donc là j'embraye sur la question. Donc il y a de plus en plus de programmes d'assurance en fait qui impliquent des objets connectés. Déjà moi j'ai une chose qui me gêne, c'est que on dit par exemple qu'il faut faire 10 000 pas, mais pour moi c'est pas de la santé publique du tout, c'est juste quelqu'un qui fabrique un objet qui a dit bah voilà, faut faire 10 000 pas par jour, mais enfin quelle est scientifiquement en fait, quelle est l'utilité? Effectivement, quand on sait très bien qu'il faut manger, bouger, enfin qu'il faut bouger, voilà, pour être en forme, pour être en meilleure santé, c'est un enjeu pour les malades chroniques, effectivement, d'avoir une activité physique, avoir une activité physique adaptée, mais on est de plus en plus, nous, pas uniquement les malades chroniques, on a des injonctions en fait de comportement qui sont pas justifiées scientifiquement, et aussi qui impliquent des choix personnels. Si par exemple je décide de pas dormir parce que j'ai pas envie de dormir, si sur
mon portail avec mon assureur, je rentre les données de mon capteur et voilà. Est-ce que mon assureur peut décider de moi me rembourser? Alors pour l'instant, c'est assez incitatif, c'est-à-dire que si on utilise des objets connectés et que on fait le bon nombre de pas, on peut avoir des séances chez l'ostéopathe. Mais il doit y avoir énormément de réflexions éthiques autour du sujet pour que le système reste totalement égalitaire. Et voilà. Après, effectivement, le quantified self, c'est au jour d'aujourd'hui pour le grand public, c'est des données de bien-être, mais il y a aussi de plus en plus la médecine fait énormément de progrès, notamment dans le diabète, et on a des glucomètres connectés qui permettent vraiment de surveiller avec des dispositifs médicaux qui répondent à la législation des dispositifs médicaux, ce qui n'est pas le cas, enfin voilà, de podomètres bracelet, de type bracelet. Et donc, ces choses-là peuvent être effectivement pour le patient un moyen enfin, j'ai envie d'employer cet anglicisme parce que j'arrive pas à trouver de s'empowerer, enfin, je sais pas comment dire, enfin voilà, de sans capacité en fait, voilà. La vie, enfin, j'ai pas fait une introduction sur la maladie chronique, mais enfin voilà, comme vous l'avez rappelé, il y a de plus en plus de malades chroniques et la chronicité, c'est une vie tout au long de la vie. On ne guérit pas d'une maladie chronique et donc du coup, il faut apprendre à vivre avec et tout ce qui peut servir effectivement à mieux gérer sa santé. C'est utile, hein. Mais il ne faut pas non plus passer aussi de l'autre côté où on va obliger les malades chroniques à s'équiper en gadgets pour les surveiller, où il va y avoir des portails de relations où les données seront stockées et on n'aura peut-être même plus besoin d'aller voir son médecin. Enfin voilà, ces objets et tous ces dispositifs ne doivent pas s'interférer avec la relation de soins, par exemple, l'accompagnement, et doivent être un choix. Surtout, ça doit être un choix. Et ça ne doit pas non plus créer davantage d'inégalités. On sait très bien que enfin, voilà, les personnes précaires, les personnes étrangères sont plus susceptibles d'avoir des ruptures dans leur parcours de soins. Si on met des personnes âgées avec des magnifiques blue buttons qui sont pas très adaptés, si les personnes ne sont pas capables de se servir un ordinateur, enfin voilà, il faut aussi réfléchir à ces enjeux-là quand on construit. Oui, merci Marielle. Donc, pour relancer le débat, effectivement, sur cette question du quantified self, des objets connectés, etc., on entend beaucoup parler du rôle que vont avoir les assurances en santé. Elles le font déjà dans le secteur de l'automobile, de plus en plus ça se développe dans le secteur de la santé, d'inciter à des comportements sous forme de dispositifs bonus-malus. Par exemple, on vous a diagnostiqué du cholestérol, vous vous réveillez la nuit pour aller manger un petit bout, et manque de peau, votre frigo connecté va directement envoyer à votre assureur ce comportement complètement contraire aux injonctions, et vous paierez plus cher à la fin du mois à votre assurance. Mais il y a aussi, sur ce self-data, on va revenir un peu sur les usages d'empowerment, de restitution du pouvoir d'agir aux individus sur leur santé, de mieux comprendre leur santé, d'avoir un nouveau rôle dans la production de connaissances sur leur santé. Comment est-ce que, alors par exemple, je me tourne vers vous Olivier, on peut, dans ces démarches de recherche ouverte, participative, contributive, collaborative, on peut intégrer des patients concernés par le projet et orienter ce projet vers la recherche de solutions de bien-être. Est-ce que des liens ont été faits avec des associations de patients, avec des patients organisés par ailleurs ? Et Marine, vous pourrez aussi nous dire quels usages on espère développer autour de ce self-data santé. Pour répondre sur ces programmes comme Epidemium ou ces programmes d'open science dans le domaine de la santé, la porte est grande ouverte aux patients. Alors, on en a eu, mais qui étaient en même temps data scientists, enfin experts en données. Donc forcément, c'est aussi ça. Maintenant, le sujet sur lequel on s'est penché, il faut voir un peu quelles étaient les motivations
des gens de la communauté à venir de manière complètement bénévole, en plus de leurs activités professionnelles, travailler sur l'épidémiologie du cancer. Alors c'est sûr qu'il y a une forte motivation de la part de gens qui peuvent être proches d'un malade ou qui peuvent être malades eux-mêmes. Donc ça, c'est sûr que c'est une motivation forte. Donc ça, c'est un premier lien. Maintenant, je pense que la prochaine étape qu'on peut imaginer dans l'inclusion des patients sur ce type de recherche ouverte, c'est évidemment d'être fournisseur de données. Si demain, on a des cohortes de patients très importantes qui, grâce à des systèmes, comme on pouvait l'évoquer, de cloud sécurisé avec des blockchains, avec un système d'anonymisation qui peuvent donner accès à leurs données, c'est sûr que qu'on soit de la recherche classique dans un laboratoire ou dans un hôpital ou qu'on soit un programme de recherche ouvert, ce sera évidemment un plus quant à la compréhension des maladies. Ça, c'est indéniable. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment des gens vont pouvoir aller penser différemment. Faut quand même remarquer aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si on l'abordera peut-être un peu plus tard, mais aujourd'hui, on a quand même des grands moteurs de recherche comme Google, pour ne pas les citer, qui sont capables de faire des choses assez fantastiques dans le domaine de la santé, simplement en allant analyser les comportements, voilà, les comportements en ligne. C'est-à-dire qu'ils peuvent même réussir à identifier des personnes à risque de cancer, de certains types de cancers. Il y a eu une des preuves de concept qui avait fonctionné une fois, qui n'a pas fonctionné ensuite, donc il n'y a pas forcément eu la réplicabilité, qui a été Google Flu, qui avait été capable d'anticiper une épidémie de grippe, parce que les gens cherchaient leurs symptômes en ligne, donc ça a créé un schéma dans les données, et donc une indication de type de recherche qui a fait dire que là, il y a peut-être quelque chose qui se passe, plutôt qu'ensuite d'attendre quelques jours, d'être vraiment malade, d'aller voir le médecin qui le reporte, qui le remonte à une unité centrale et qui à partir de là dit voilà, on est dans une épidémie il y a une épidémie de grippe. Donc on peut avoir jusqu'à une semaine voire plus de décalage. C'était le cas, enfin sur les dernières épidémies dont on a entendu parler, pour reboucler aussi avec ces questions-là, c'était Ebola par exemple, où alors là en revanche on a la plupart des pays d'Afrique qui en général ont des lois très strictes sur essaient de protéger quand même les données des patients. On dit là on est dans un domaine de santé publique, là c'est tout le monde peut, enfin voilà, le risque de mort de la population est colossal, donc on partage les données, donc ils ont partagé et la recherche s'est mise à travailler sur ces données et à trouver des solutions, à apporter en tout cas des éléments de réponse. Donc ce qu'il faut voir, c'est que la prochaine étape qui pourrait être intéressante dans l'implication des patients, soit ce sont des gens qui décident, qui ont une compétence particulière ou une connaissance particulière et qui veulent la partager au sein d'une communauté, dans ce cas-là, la porte est évidemment grande ouverte. Si évidemment c'est des gens qui n'ont pas forcément cette connaissance, dans des dynamiques communautaires comme celles qui sont les nôtres, on fait aussi beaucoup de conférences, beaucoup de moments de rencontres et de discussions. Là aussi, c'est ouvert. On a eu beaucoup de patients qui sont venus découvrir ce qu'était que le big data, ce que ça pouvait faire dans le domaine de l'épidémiologie, dans le domaine du cancer, grâce à ces conférences, grâce à ces moments d'échange. Et bien sûr, la prochaine étape, celle que j'évoquais avec un peu ces exemples autour d'Ebola, autour de Google, qui sont des preuves de concept claires, c'est en récupérant, en donnant accès à ces données-là. Et on sait aujourd'hui qu'on est prêt d'avoir des solutions avec, je disais, ce couple cloud sécurisé, personnalisé et blockchain. On n'est pas loin d'avoir aujourd'hui des solutions opérationnelles qui permettraient à un patient de dire, OK, il y a un programme de recherche, je donne mes données, je les donne sans mon nom, mon prénom, sans telle et telle information qui permettent de les rendre anonymes. Alors ce que fait la blockchain, c'est peut-être pas forcément que de l'anonymisation, mais c'est aussi toute cette question de pseudonymisation, pardon. Donc voilà, d'être impossible à être réidentifié en tant que moi avec ces données-là et cette pathologie. Donc voilà, les perspectives sont là. C'est sûr que pour des programmes de recherche et des programmes de recherche ouverts comme les nôtres, c'est des choses qui seront extrêmement importantes. Et on est vraiment aujourd'hui en train de réfléchir à des modalités, tout en gardant évidemment à l'esprit à la fois le cadre de la loi, le cadre éthique qu'on s'est fixé dans le programme Epidemium, que le comité d'éthique a rédigé une charte éthique en 7 points qui est un critère absolument obligatoire dans le développement des approches et des travaux de recherche des différentes personnes de la communauté. Et ça, on y veille absolument scrupuleusement. Donc voilà, il y a un encadrement juridique, qu'est-ce qu'il est. Il y a un encadrement par des acteurs comme la CNIL, voilà, il y a des acteurs qui sont prêts à venir écouter les projets qui existent et à les accompagner sur ces questions de données. Et il y a un cadre que nous, on a voulu fixer avec un comité d'éthique, un cadre éthique absolument irréprochable, parce que voilà, ce sont des enjeux qui sont des enjeux forts. Oui, alors, donc, oui, si vous voulez rebondir sur la manière dont on appréhende cette question de la production, la contribution par les malades à la production de données et à la production de connaissances sur leur maladie.
Alors, j'étais au comité éthique d'Épidémium. Voilà. Donc déjà, il y avait effectivement un représentant de patients. Enfin voilà, et c'était très très intéressant pour nous d'être là-dedans parce que justement c'était un programme qui était ouvert et où j'ai appris pas mal de choses sur le sujet et j'ai pu impliquer davantage mon collectif sur ces sujets-là. Voilà. Et en fait, ce qu'il y a à dire quand même avec tous les sujets autour de l'open data et de la recherche sur l'open data, c'est que, enfin, je suis désolée de le dire, mais aujourd'hui, quand même, la recherche en France sur les maladies, elle est quand même assez cloisonnée. Voilà, bon, il y a quand même des patients, il y a des comités avec des patients à l'INSERM, par exemple, il y a le GRAM. Après, c'est beaucoup en silo. Voilà. Les sociétés savantes des pathologies n'accueillent pas souvent de patients dans leur board, ou alors ils font beaucoup de figurations. Donc, par conséquence, les associations sont financeurs de la recherche. Donc, effectivement, on le voit dans le domaine de des maladies rares, où il y a eu énormément de choses qui ont été faites parce qu'il y a eu une vraie mobilisation citoyenne et que c'est les patients qui tenaient le portefeuille. Donc là, pour le coup, on a vraiment fait ce que voulaient les patients, mais d'une manière générale, il faut quand même décloisonner la recherche. Et ces données, en fait, enfin voilà, si elles sont anonymisées et si après ça ne provoque pas tout ce que j'ai dit tout à l'heure, sont une chance en fait, c'est effectivement de mélanger les acteurs et d'essayer en fait d'impliquer davantage les patients. Voilà. Donc il existe aussi des registres déjà dans plein de pathologies, dans l'hémophilie, dans le rein. Voilà. Et si on commence à mettre des patients dans des comités de pilotage qui vont aller regarder ce qui les intéresse, notamment le sujet de la qualité de vie, parce qu'il y a énormément de choses qui sont faites par rapport aux médicaments qui prolongent la vie, mais on voit quand même très peu la question de la qualité de vie encore, même si ça commence vraiment à émerger. Et donc plus on met de patients, en fait, plus on s'intéressera à la vie avec la maladie, et donc plus on fera avancer la qualité de vie. Et, enfin, voilà. Merci. Alors peut-être pour revenir du coup, pour répondre à la question de tout à l'heure, bon, je suis d'accord avec ce qu'ont dit mes voisins sur l'implication des patients. Nous, dans notre projet qui est encore exploratoire, on va dire qu'ils sont représentés aujourd'hui à minima parce qu'il y a des représentants de ces associations de patients. Et bien évidemment, dès lors qu'on commencera à expérimenter, ça sera nécessaire d'une part d'impliquer des patients ou des usagers selon le scénario d'expérimentation que l'on choisira dès le début, d'une part pour identifier des nœuds sur les parcours de soins, pour identifier des besoins et des besoins que les patients pourraient eux-mêmes avoir en tête et que les données pourraient vouloir résoudre, hein, même si on sait bien, pour l'avoir expérimenté en dehors de la santé, que la plupart des gens, lorsqu'on pense données personnelles, on n'a pas toujours en tête les usages qu'on pourrait en faire, en fait. Hein. Donc, sur ça, on sera assez prudent. Mais bon, ça sera intéressant d'avoir ces personnes dès le début, dès la conception, hein, vraiment de l'expérimentation à proprement parler. Et avant le test, l'expérimentation de cas d'usage ou de service, encore une fois, de façon opérationnelle. Maintenant, si je reviens un petit peu sur les cas d'usage qu'on imagine, bien sûr, tout dépendra des données qui seront restituées et que les patients pourront récupérer. Bien sûr, nous, on pousse pour qu'il y ait tout type de données qui soient récupérées, des données médicales, des données d'objets connectés, hein, qui ne sont pas strictement des données médicales, données de bien-être, etc. Donc nous, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le Quantified Self, nous, évidemment, on a envie aussi que ces objets de Quantified Self ou ces applications ne soient pas de nouveaux silos auxquels les individus n'auraient pas accès. Donc on milite aussi pour que les patients aient accès à leurs données, y compris les données de bien-être. Voilà, ça c'est pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, dans les cas d'usage qu'on a identifiés, il y en a un premier qui est un petit peu évident, hein, c'est pouvoir bénéficier d'une sorte de carnet de santé connecté, numérique. Alors, certains d'entre vous connaissent sans doute le DMP. En France, on ne part pas de rien non plus. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, hein, mais on a ce dossier médical partagé, personnel, qui est en projet depuis longtemps, dont les résultats sont
contestées, sont modestes, hein, mais qui repart on va dire d'une nouvelle manière. Hein. La CNAM a récupéré la gestion et a des projets, on va dire, assez ambitieux, hein, pour l'avenir du DMP. Et notamment permettre aux individus d'avoir vraiment une sorte de carnet de santé, en quelque sorte. L'enjeu, c'est aussi de faciliter le partage d'informations et la coordination avec ses professionnels de santé, avec son médecin. Donc on peut aujourd'hui, théoriquement, partager du document, hein, sur le DMP. Et demain, une des volontés, en tout cas du ministère, hein, et de la CNAM, sera qu'on puisse aussi partager de la donnée, à proprement parler, qui soit réutilisable, qui puisse être réutilisée par des services tiers qui pourront permettre aux patients de visualiser différemment, pourquoi pas leurs données de santé, par exemple. Donc voilà, c'est en chantier, on va dire. C'est pas encore le cas et ce sera pas le cas tout de suite, hein, pas en 2017, hein, tout du moins, plutôt pour fin 2017, début 2018, normalement, cette fonction de partage de données. Donc carnet de santé numérique, ça c'est essentiel. Encore une fois, en évitant toute fonction prescriptive, hein, on va dire. Il ne s'agit pas de dire demain tout le monde aura son carnet de santé numérique et tout le monde ne devra passer que par ça, bien évidemment. Donc ça, c'est la première fonction, pouvoir stocker, pouvoir administrer ces données de santé, pouvoir les mobiliser lorsque j'en ai besoin, par exemple en cas d'urgence. Ça, c'est une fonction primordiale. Le deuxième, c'est un peu l'usage relationnel, hein, de mes données de santé. Je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, on peut vouloir partager avec d'autres patients, avec d'autres usagers ces données de santé. On peut avoir envie de les partager à un médecin ou à un autre, voire pour demander un second avis, pourquoi pas, hein. Il y a aujourd'hui des initiatives qui permettent comme ça de demander facilement un second avis, mais sur la base de données qualifiées, bien évidemment, ça devient plus simple. Voilà. Troisième usage peut-être qu'on a évoqué, bon, c'est pas un panorama exhaustif, hein, ce que je vous évoque, mais il y a la possibilité de vivre avec sa maladie au quotidien. Donc voilà, avoir accès à et pouvoir mobiliser facilement ces résultats, ces analyses, voire pouvoir récupérer et faire quelque chose de ces données aussi issues d'objets connectés, hein, dispositifs médicaux ou pas. Et enfin, il y a un quatrième, sans doute pas le dernier, hein, mais un quatrième cas d'usage qu'on a identifié, qui est celui de la contribution. C'est là qu'on bascule, hein, sur le domaine de mon voisin. Aujourd'hui, le big data se fait souvent sans que les individus aient conscience, hein, que leurs données soient collectées et traitées. Et il nous semble important de creuser cette piste qui consiste à dire, voilà, on va redonner aussi la main à l'individu sur ce qui va être fait de ces données dans le cadre du big data. Alors certes, dans le big data, les données sont anonymisées, mais voilà, il s'agit de dire, demain, on va permettre aux individus de choisir si oui ou non ils veulent anonymiser leurs données et les mettre à contribution dans le cas d'études cliniques, de recherche. Hein, alors là, encore une fois, qu'il s'agisse du domaine de la santé ou d'autres domaines. Et il nous semble que c'est vraiment une piste, ça, très importante. Hein. Donc voilà, là, je rejoins vos problématiques. Si vous voulez réagir, et puis ensuite on laissera la parole à Ouais, je voulais juste dire effectivement que si on crée des plateformes en fait pour que les patients y déposent leurs données, il fallait effectivement qu'il y ait une vraie valeur d'usage. Donc effectivement le côté communautaire peut être très très chouette. Donc il y a un projet à la PHP d'une e-cohorte. Voilà, et visiblement il y a avec aussi une communauté de personnes malades. Enfin, il y a un aspect communautaire qui est prévu. Actuellement, en fait, il existe des communautés comme ça sur Internet, et ces communautés, en fait, à partir des verbatim, à partir des données qui sont rentrées par les patients, en fait, les revendent à l'industrie pharmaceutique. Et donc, j'avais signé avec d'autres personnes une tribune que je vous invite à lire qui s'appelle « Le mercantilisme menace les communautés de patients ». Et donc, je suis assez ravie, en fait, qu'il y ait... alors, il y a aussi des projets qui viennent de l'associatif, dont je ne peux pas parler, parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait validés. Mais voilà, c'est bien, en fait, qu'on parle aussi de valeur d'usage pour les données. Et effectivement, on parle de santé en numérique, et je ne l'ai pas rappelé, mais le plus grand bouleversement du numérique en santé, c'est quand même ça. C'est quand même que le patient est allé sur Internet, il s'est renseigné sur sa maladie, et il a parlé avec ses pairs. Et effectivement, l'échange avec ses pairs patients, c'est, voilà, le communautaire, le VIH l'a montré très bien. C'est très très important pour les malades chroniques. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire.
Si vous avez des questions, je vous laisse le micro. Bonsoir. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, Muriel. C'est-à-dire qu'il y a eu un mercantilisme des... Vous m'entendez? Ouais, plus fort. Oui. Vous dites qu'il y a un mercantilisme des données de santé communautaire, etc. Je vous entends pas. Ouais, je pense que vous... Ouais. Allô, ouais. C'est bon, plus fort comme ça. Donc je trouve effectivement intéressant. La plupart en fait des startups qui sont dans la e-santé, que ce soit dans les objets connectés ou les assistants médicaux personnels, etc. Leur modèle économique, en fait, c'est la revente de données, soit pour l'industrie pharma, soit pour les assurances. Vous avez évoqué ça, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'autres idées, en tout cas. Mais je trouve intéressant ce que vous disiez sur le fait d'intégrer les patients. Est-ce que vous voyez d'autres formes de développement économique pour ces sociétés, qui je pense vont être intéressantes dans la santé numérique, parce que tout ne peut pas venir de l'État et des collectivités. Des modèles économiques qui intègrent le patient, une sorte de revalorisation des données par le patient une fois qu'on les a traitées. Alors, il ne faut pas me lancer sur le sujet des apps et des startups, tout ça, parce qu'on en a pour juste 3h30. Voilà, moi, enfin... je suis assez aussi impliquée dans les hackathons, tout ça. Enfin, je surveille ça. J'adore et en même temps je déteste. J'adore parce que effectivement, enfin, j'ai pas une connaissance exhaustive de tout ce qui peut se faire, mais il peut se faire des trucs géniaux. Enfin voilà, dans la prise en charge en ambulatoire, on peut inventer des nouveaux objets qui peuvent simplifier le quotidien des patients. Enfin voilà, j'ai vu des projets d'Oculus Rift pour faire de la détente avant. Enfin voilà, on peut imaginer toutes sortes de choses. Et il y a effectivement de plus en plus d'acteurs enfin voilà. La problématique que j'ai, c'est que on part pas du besoin du patient. Les startups partent souvent du besoin qu'elles croient que le patient a. Voilà, donc ça c'est déjà un petit problème. Et deuxièmement, on l'implique après. Donc on va chercher la personne malade après. Donc, enfin voilà, tout ça, ça ne peut pas marcher. Il y a énormément de programmes qui sont autour de l'observance médicamenteuse, donc le fait que le patient prenne son traitement. Enfin voilà, ça paraît juste complètement fou. Nous, avec le CIS, le collectif interassociatif, on a fait tout un colloque pour montrer que le fardeau de la maladie, le fardeau des traitements, c'est compliqué de prendre son traitement tous les jours. Donc on en a marre de voir des projets où c'est des piluliers connectés, où c'est, enfin voilà. J'ai fait un hackathon et le truc le plus extraordinaire qui était voté par le jury, c'était des trucs qui se mettaient sur les pilules qui étaient lumineux, et donc le patient, enfin voilà, moi ça me paraît complètement débile. Voilà. Après, pour tout ce qui est du modèle économique, si on fait une application qui peut être certifiée dispositif médical, je vois pas pourquoi ce serait pas remboursé. Voilà, donc ça c'est une première chose. Moi, nous, ce qu'on a à cœur dans notre collectif, c'est qu'effectivement, si on fait des choses comme ça, qui captent des données, si on fait des choses qui aident le patient, il faut que ce soit accessible à tout le monde. Voilà, il ne faut pas que ça devienne de la médecine pour les plus riches ou pour les gens qui sont capables de s'en servir aussi. C'est ça qui est extrêmement compliqué. Après, honnêtement, moi, je suis pas économiste, j'en sais rien. J'imagine que, enfin voilà, on pourrait inventer un téléthon hackathon. Enfin, je sais pas. Enfin voilà, on pourrait mobiliser. Mais enfin voilà, si on fait une preuve de concept. Enfin, il y a plein de façons de chiffrer les bénéfices pour les patients. Enfin, c'est pas tant en termes de mortalité. On peut aussi mesurer que la personne elle est en capacité de mieux vivre, de mieux s'insérer dans la société. Donc voilà, si ces outils sont bénéfiques, enfin, il faut trouver un moyen de les financer. Mais voilà. Juste pour rajouter de ce qu'on observe là encore hors santé, autour des modèles économiques, des services qui fonctionnent sur la base des données personnelles qui sont adressées aux individus. En fait, il n'y a pas énormément de variantes. On a mené une exploration, nous, sur ces modèles économiques. Il y a ceux qui, bien évidemment, revendent les données.
Alors nous, ça nous intéresse moins dans notre focale self-data parce que ça nous semble assez opposé à ce qu'on raconte et à ce qu'on a envie de raconter. Il y a des modèles payés par l'individu, entièrement payés par l'individu ou en freemium. Et après, il y a des modèles davantage B2B, 2C, quoi. C'est-à-dire qui vont être fournis par une start-up à un organisme en marque blanche qui, après, va proposer ce dispositif aux individus. Alors ça peut marcher, ça peut tout à fait marcher dans le cadre des dispositifs médicaux. On sait que, hors dispositifs médicaux, aujourd'hui, les acteurs de la santé ne recommandent pas ou ne conseillent pas. Certains acteurs, notamment, j'ai en tête Pierre Desmarais, qui est un avocat qui travaille beaucoup sur ces sujets des données de santé, qui déconseille absolument aux professionnels de la santé de recommander tout type d'objet qui ne serait pas un dispositif médical. Donc voilà, donc ça c'est moins viable, mais en tout cas si dispositif médical il y a, effectivement ça peut être remboursé, mais ça peut être fourni, pourquoi pas par un hôpital ou autre, à des patients, à des individus. Voilà, c'est quelques-unes des pistes, mais bien évidemment ça reste à creuser. Aujourd'hui on n'a pas exploré tous les modèles économiques, sans doute, sur la question. On entend dessus votre imagination et vos contributions. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour à tous. Bon, alors moi c'est pas trop une question, c'est plutôt une réaction par rapport à ce que vous dites. Je travaille dans une start-up, donc je prêche un peu pour ma paroisse, mais je vous rejoins complètement sur la démocratie sanitaire, sur la problématique du besoin patient, qui est centrale, et on voit de plus en plus d'initiatives aujourd'hui. Bon, avec des retours d'expérience qui sont assez peu matures, donc on verra ça, comment ça va se développer, mais des challenges qui se lancent à travers des associations de patients. Je pense notamment au Patient Innovation Challenge qui a été fait par un laboratoire pharmaceutique qui a mobilisé des associations de patients qui ont identifié des problématiques et des startups, dont la nôtre. Je prêche toujours pour ma paroisse, y a participé. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et je vous rejoins complètement sur cette problématique. Maintenant, si on part d'un point de vue économique, parce qu'une start-up reste une entreprise, et nous, on est axé sur la santé publique, sur la démocratie sanitaire, donc on est complètement dans les mêmes thématiques. Toutefois, l'enjeu principal d'une entreprise, ça reste la viabilité, la pérennité économique. Et quand on parle de dispositifs médicaux, déjà on parle de travaux juridiques et réglementaires, de démonstrations épidémiologiques notamment, à faire pour les autorités de santé pour avoir cette certification qui sont assez importantes en fonction de la classification. Encore plus quand on parle de remboursement, parce que le remboursement aujourd'hui c'est entre 2 et 7 ans, donc c'est assez compliqué pour des entreprises de notre type. Et là où je réagis aussi à la partie business model, on a un objet connecté où je vous rejoins, les podomètres. Enfin, je fais partie des gens qui considèrent qu'on ne révolutionnera pas la santé en faisant 10 000 pas par jour. Mais il y en a de plus en plus, il y a cette problématique de bien-être, de certification, etc. Maintenant, je pense que la revente de données en soi n'est pas forcément mauvaise, dans le sens où je pense que dans un certain sens, ça peut rejoindre un peu l'ensemble de vos initiatives. C'est-à-dire que je me trompe peut-être, je ne suis pas en train d'avancer une vérité générale, mais je me dis qu'un business model où on revend des données agrégées, dans un cadre où c'est pour de la recherche épidémiologique ou autre, où le patient donne son autorisation, c'est pas si mauvais d'un point de vue. Après, c'est assez compliqué, la problématique, ça demande des ressources, etc. Mais en tout cas, je trouve que c'est un compromis sociétal, entre guillemets, qui permettrait à chaque acteur de la santé de retrouver un peu son intérêt personnel, entre guillemets. Non mais, en fait, oui, je comprends tout à fait la problématique des startups. Et si on prend par exemple Patients Like Me, est-ce que vous connaissez Enfin voilà, Patients Like Me, c'est une communauté de patients aux États-Unis qui a été fondée par des personnes concernées et dont le modèle économique est la revente de données. Mais derrière, il y a un retour sur les études qui sont faites, qui est primordial. Voilà, et il y a un recueil du consentement tout le temps. Enfin, voilà. Moi, j'ai pas de problème. En fait, j'ai du mal à m'exprimer. J'ai pas de problème, en fait. Enfin, j'ai pas de problème. Enfin, voilà. J'aimerais qu'il n'y ait pas d'enjeu économique, en fait. Enfin,
pour parler vrai, mais il y a forcément un enjeu économique. Et effectivement, cette revente de données, si elle est faite avec un recueil de consentement éclairé, voilà, si elle est à but de recherche, voilà, ou même pas à but de recherche, enfin voilà, on peut décider de participer enfin voilà. Mais moi, j'ai un problème avec la façon dont c'est fait actuellement par les acteurs qui sont en France, en fait. C'est juste ça. Mais non, mais peut-être pour rebondir, je pense aussi qu'on a une manière, c'est la manière peut-être aussi de présenter les choses, donc ça rejoint un peu les deux points. Effectivement, dans la recherche, c'est toujours intéressant quand on participe à un essai clinique, de récupérer déjà le résultat, de savoir un peu ce qu'on a fait de nos données et ce que ça a donné. C'est toujours intéressant. Moi, ça m'est arrivé. Participer à un essai clinique, et puis on m'a envoyé un jour un papier qui était en fait le duplicata du papier que j'avais signé un jour aux urgences dans un état pas possible, et puis je ne sais pas ce que ça est devenu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors maintenant, juste peut-être une remarque moi, qui m'a été glissée aux oreilles récemment, je trouve ça intéressant. Oui, pardon, micro, voilà. Si je suis en face de vous et que je vous dis... bon, voilà, j'ai un outil, je suis une start-up par exemple, j'ai un outil numérique, j'ai plein de données sur vous, alors je vais les utiliser, je vais les vendre aux assureurs, ça va être désastreux, mais ça ne vous dérange pas, hein. Alors là, vous allez tous dire, ah bah non, on n'est pas d'accord, etc. En revanche, si je viens vous voir en vous disant, écoutez, j'ai vos données, je vais m'assurer de les protéger, et puis je vais les partager avec la recherche pour essayer de mieux comprendre vos pathologies. Est-ce que vous êtes prêts à me les donner ? Alors là, forcément, le discours va être différent. Et là, vous allez me dire, ouais, ça va me rendre service. C'est peut-être aussi la manière dont on présente les choses. Et derrière, je m'engage à ce que vos données, les analyses qui vont être faites, on vous renvoie les résultats en vous expliquant de manière claire ce à quoi ça nous a servi, comment elles ont été utilisées, les résultats qu'on a obtenus. Et ça, je trouve que c'est une démarche qui est intéressante parce qu'aujourd'hui, on parle de démocratie sanitaire, on parle de déserts médicaux. Il y a des traitements qui sont accessibles que dans certains hôpitaux. Vous habitez dans des régions reculées en France, vous n'avez pas forcément accès. Peut-être même que votre médecin n'est pas au courant que dans un hôpital parisien très connu, ça existe. Pourtant, il y a Internet, donc l'information peut circuler. Et je pense que c'est surtout une question de partage d'informations, de manière de partager l'information et surtout, au-delà de ça, de la rendre accessible. Pas accessible physiquement, puisqu'on peut la partager. Internet, ça va très vite, c'est simple, tout le monde est à peu près câblé. Il y a les téléphones, il y a 3G, 4G, etc. Mais c'est tout la rendre accessible en termes de compréhension. Donc ça, je trouve que c'est des démarches qu'on entend, nous, en tout cas, côté enfin, en tout cas, dans nos activités un peu, voilà, ces recherches un peu collaboratives. C'est des démarches quand on interagit avec les associations de patients, avec les chercheurs, etc. C'est des démarches qui tentent à apparaître, qui ne sont pas du tout mainstream, qui ne sont pas du tout généralisées aujourd'hui, mais qui pourraient être un premier élément de réponse. C'est présenter les choses et proposer une contrepartie. Voilà, pour juste une réaction là-dessus. Quelqu'un veut rebondir, non ? Question. Bonsoir. J'ai deux questions. Une qui est peut-être un peu naïve. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui une personne ne va pas chez son médecin avec une clé USB pour demander à son médecin les notes qu'il a prises pendant le rendez-vous, que ce soit le généraliste ou un spécialiste. Donc ça, c'est ma question naïve que je me pose. Et la deuxième, c'est par rapport au partage de données entre institutions pour une personne. Donc aujourd'hui, la donnée, elle est pas partagée, d'après mon expérience, parce qu'elle n'est pas prête, ou ce qu'on appelle en anglais « readiness to share ». Parce que chaque institution, que ce soit un assureur ou la sécurité sociale ou l'entreprise pharmaceutique, organise la donnée d'une certaine manière, qui fait qu'elle ne soit pas facilement partageable avec le reste pour la personne. Donc la question, c'est, d'après votre expérience sur l'open data, quels sont les standards qui ont aidé au partage qui peuvent être utilisés à travers le secteur de soins? Alors, c'est une bonne question. En fait, la première question est pas naïve, mais je pense qu'une partie de la réponse à la première question est dans la deuxième question. Et après, je pense que tu auras effectivement des choses à dire. Je vais plutôt aborder la question plus technique. Nous, on est plutôt défenseurs des logiques open source. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi on ne va pas chez le médecin avec sa clé USB? Parce qu'il y a beaucoup de données. Même si on pouvait les extraire du logiciel, il faudrait le logiciel pour pouvoir le lire. C'est des licences qui coûtent plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Donc déjà, c'est un peu compliqué. Après, c'est surtout une question, je pense, d'interopérabilité. Il faut savoir qu'on peut même aller jusqu'à, dans un même service, avoir des logiciels différents qui ne sont pas interopérables, c'est-à-dire que la donnée n'est pas toujours partageable de l'ordinateur d'un spécialiste avec un autre dans le même service. Donc c'est-à-dire qu'il
soit ils impriment, ils se passent le papier, mais ils ne peuvent pas forcément. Alors ça évolue, hein, il y a aujourd'hui des hôpitaux, notamment à Paris, vous allez dans certains hôpitaux, vous arrivez aux urgences, et puis après vous reprenez un rendez-vous une semaine après dans un autre service, et ainsi de suite. Et la donnée, l'information, et que ce soit les données physiologiques, mais aussi tous les comptes rendus, sont transférés. Donc c'est-à-dire que le médecin, le 4e médecin par exemple que vous voyez dans un 4e service, va avoir l'ensemble de l'information. Mais c'est surtout une question de format. Et c'est surtout une question d'interopérabilité. Et alors après, il y a une autre question, mais ça je pense que tu seras plus à même que moi de répondre, Muriel, sur la question de la clé USB. C'est que le problème de la clé USB, c'est qu'il faudrait qu'elle soit sécurisée. Parce que ça se perd, ça se pose sur une table, ça s'oublie, ça se récupère par quelqu'un d'autre, ça se met dans un ordinateur, les données sont récupérées. S'il y a tout le dossier avec le nom, le prénom, que c'est pas sécurisé, enfin, comment on pourrait la sécuriser? Alors il y a des solutions aujourd'hui de sécurisation qui sont assez... qu'il faut mettre en place. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir des clés cryptographiques qui permettent avec la clé au médecin de l'ouvrir. Ça existe. Il y a des projets. Il y a un projet qui est fait du côté de l'INRIA en open hardware qui fait exactement ça. C'est une grosse clé USB qu'on a au chevet du patient. Toutes les personnes qui passent au chevet du patient, que ce soit la famille, qui a accès à un certain nombre d'informations, pas tout, grâce à sa tablette, en Wi-Fi par exemple, le médecin, lui, il a accès à tout, l'infirmière qui n'a accès qu'à une partie, le spécialiste ceci qui a accès à, le nutritionniste ou la personne qui livre le repas à domicile qui a accès encore à une autre partie d'informations, mais pas tout. Et à chaque fois, il ramène tout. Donc à chaque fois qu'une personne vient, ramène tout, donc toutes les updates, les mises à jour sont ramenées, et dès que la personne rentre avec sa tablette ou se reconnecte à l'hôpital ou dans son établissement, ça remet tout dans un... Et le tout en sécurisé, crypté, recrypté, etc. Donc il existe des solutions qui sont en train d'apparaître, mais ça demanderait... le problème c'est qu'il y a beaucoup de solutions qui pourraient être aujourd'hui propriétaires, donc pourquoi on donnerait le monopole d'un marché à un acteur propriétaire? Il faudrait que... Et je pense que l'open source, pour prêcher pour ma paroisse, moi aussi je vais prêcher pour ma paroisse, puisse apporter, enfin nous on pense vraiment que l'open source dans le domaine de la santé apportera des solutions. Parce que si c'est des formats ouverts, donc gratuits, il n'y a pas de licence à payer, c'est ouvert, tout le monde peut les réutiliser, ça généralise. En plus on a vu que les solutions cryptographiques, donc de sécurisation open source sont les plus forts, parce que ça a été fait par des communautés, souvent des communautés de hackers, donc ils ont contribué au développement de ces solutions de cryptographie, puis ils ont essayé par tous les moyens de les casser. Donc on a des solutions extrêmement robustes en open source. C'est pas parce que c'est ouvert comme format, c'est-à-dire sans propriété derrière, sans licence payante derrière. Il y a des licences ouvertes. C'est pas parce que c'est open source que ce n'est pas de meilleure qualité. D'ailleurs, il suffit de voir aujourd'hui le Linux, qui est l'équivalent de Windows en open source, qui est un système d'opération, un operating system, voilà, est utilisé dans le médical, mais surtout utilisé par les militaires, parce qu'ils savent que c'est extrêmement robuste. Voilà. Donc donc l'open source a, à mon avis, beaucoup d'avenir dans le domaine de la santé, pour, entre autres, ces raisons-là, et je pense que sur les questions plus pratiques. Alors pour répondre pour la clé USB, déjà je vais être assez provocante. Il y a encore des médecins qui n'ont pas d'ordinateur. Voilà. Bon. Ce qui peut être une des raisons d'échec, notamment du DMP. Enfin voilà, pour mettre en place le DMP aussi, il faut que les médecins le veuillent. Voilà, donc ça reste aussi compliqué. C'est pas que l'institution qui a voulu faire. Enfin voilà. Si on reprend la clé USB, on imagine typiquement. Enfin, j'espère que ça vous arrivera pas ou que ça vous est pas arrivé. Vous avez un cancer du sein. Enfin, vous le savez pas encore, sauf que vous allez faire une mammographie. Vous repartez avec la clé USB, vraiment. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu de consultation d'annonce. On vous a pas expliqué ce qu'il y avait dans la mammographie, parce que l'annonce, en fait, pour le malade, c'est quand même... Enfin, dans le cancer, il y a vraiment un dispositif d'annonce. Enfin, voilà, on vous l'annonce pas au téléphone, vous avez rendez-vous avec l'oncologue, bon, vous doutez quand même un petit peu qu'il se passe quelque chose, mais vous êtes sûr que vous voulez rentrer chez vous et après, regarder sur Internet le compte-rendu avec les mots que vous comprenez pas. Enfin, voilà. Donc, le DMP a cette particularité, en fait, de cadrer un peu plus les choses. Un autre exemple aussi typique, vous êtes, l'association Aide l'a très bien montré, vous vivez avec le VIH et vous allez chez le dentiste. Donc vous allez donner la même clé USB au dentiste où il a tous vos résultats de sérologie, alors qu'on sait que les patients qui vivent avec le VIH, si vous appelez le dentiste, il y a des refus de soins.
enfin, voilà, qui sont dues à la pathologie. Voilà. Donc le DMP prévoit des grilles en fait. Voilà, certains professionnels vont avoir accès à des choses. Enfin voilà, la secrétaire médicale, enfin pareil, vous arrivez, c'est la secrétaire médicale qui prend en charge. Enfin voilà, si vous êtes dans votre village, elle va avoir accès à votre dossier médical. Voilà, par exemple dans le cadre du DMP, les secrétaires médicales vont pouvoir que remplir le DMP. Elles ne vont pas pouvoir le consulter. Donc la clé, ça pose plein de problèmes. Ça pose plein de problèmes éthiques. Ça pose, enfin voilà. Et puis effectivement, la perte de la clé, le chiffrage de la clé. Enfin et pareil. Enfin, est-ce qu'on est sûr que les données vont être bien à la bonne forme, bien compréhensibles par le patient? Juste pour ajouter une dernière chose, donc je rejoins encore une fois ce qui a été dit, il y a aussi la question de la responsabilité du professionnel de santé qui peut être engagé. Et aujourd'hui, le cadre juridique n'est pas extrêmement clair là-dessus. Nous, on est en train de travailler avec la CNIL justement pour clarifier un peu la chaîne de responsabilité lorsqu'il y a transfert de données. Alors, encore une fois, on le fait globalement, mais il y a un certain nombre de choses qui peuvent être dupliquées à la réflexion sur la santé. Et ce qu'est en train de dire la CNIL, hein, qui n'est pas encore formalisé, qui travaille par ailleurs aujourd'hui sur la mise en place du droit à la portabilité, qui vient d'être instauré d'une part par la loi Le Maire et d'autre part par le nouveau règlement européen de protection des données personnelles. Et la CNIL est en train de réfléchir en ce sens et du coup dit, dès lors que les données sont transférées et sont entre les mains de l'individu, le producteur des données, le détenteur de données initiales n'est plus responsable. Ceci dit, dans ce cas-là, ça pose des questions, hein, parce que, par exemple, je récupère mon ordonnance ou mes résultats d'analyse chez mon médecin. Bon, il y a le nom du médecin, donc enfin, les choses ne sont pas claires, ne sont pas abordées. Et du coup, voilà, aujourd'hui, il y a une prise de risque que les professionnels de santé ne sont pas prêts à assurer tant que les choses ne sont pas un peu clarifiées, un peu bornées. Voilà, tout ça, plus effectivement, qu'est-ce qui se passe si la clé est perdue? Voilà, ça pose question en termes de responsabilité du professionnel de la santé qui a partagé les données sur ce support-là. Voilà, ça ajoute encore un peu on va dire, de confusion sur ce type de partage. Là. Oui, bonsoir. Je me pose beaucoup de questions depuis que je vous écoute. À la fois, il y a des problèmes un peu fascinants dans tout ce que vous racontez, et que je vis aussi un peu au quotidien. Je suis médecin de santé communautaire. Et il y a aussi un certain nombre de choses qui sont un petit peu inquiétantes. On est d'un côté entre le panopticon cher à Foucault, où on va tout savoir sur tout le monde, et la santé est un excellent point d'entrée pour observer les populations et pour les contrôler. Hein, ça a été montré, démontré, etc. Et que je pense qu'il faut en tenir compte. En vous écoutant là sur la clé USB, je me disais, mais est-ce que les gens vont continuer à se parler ? Déjà, dans les hôpitaux, dans un certain nombre d'hôpitaux, vous n'avez plus personne au téléphone pour prendre un rendez-vous. Pour prendre un rendez-vous, il faut avoir un ordinateur où vous passez par une machine qui vous transmet, qui vous pose des questions de question en question en question, et finalement, il n'y a plus aucune relation humaine. Ça risque d'être la même chose dans les communications entre soignants. S'ils se communiquent uniquement par un dossier médical personnalisé, ils vont plus se causer. Et de temps en temps, quand ils se causent, ça évite de faire un certain nombre de bêtises. Donc là, il y a un certain nombre de points qui sont. Alors, le deuxième point, c'est sur les données. Alors, aussi, qu'est-ce qu'on collecte comme données et elles sont faites pourquoi? Si je prends un petit exemple qui est celui de la santé mentale, dont on n'a pas du tout parlé, c'est vrai qu'on a créé il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, toute une classification de la nosologie psychiatrique
qui, en fait, n'a pas beaucoup d'intérêt pour soigner les malades, mais qui était entièrement faite pour développer l'industrie pharmaceutique autour du médicament. L'exemple typique est celui de la Ritaline, pour contrôler les troubles du comportement chez l'enfant, qui est maintenant un des premiers budgets pharmaceutiques du monde. Ça se chiffre par milliards de dollars, et avec un résultat sur le terrain qui est quand même extrêmement discutable. Donc ça peut être aussi ça. Alors effectivement, heureusement qu'il y a de temps en temps un collectif sur les patients qui, grâce à vous, donne de temps en temps les alertes. Et il y a aussi, alors on collecte beaucoup de données, mais on s'est aperçu aussi que malgré cette collecte de données, il y a un certain nombre de médicaments qui sont largement passés au travers de toute espèce de contrôle pendant un certain nombre d'années, voire des nombres d'années certains, avec des conséquences graves pour les malades, et que ça, je ne sais pas comment c'est passé au travers d'un système de données tellement perfectionné, sauf que peut-être dans ces recueils de données, il y a des problèmes de conflit d'intérêts derrière, qui font qu'un certain nombre de données ne traversent pas les barrières. Donc on peut se poser un certain nombre de questions à ce niveau-là. Vous avez insisté sur le problème des inégalités, je crois que c'est un des vrais problèmes aussi. C'est que il y a non seulement un risque de ne pas réduire les inégalités, mais un risque de les aggraver. Et que je pense qu'il faut être particulièrement vigilant là-dessus et que c'est très compliqué parce que c'est vrai que la plupart des actions, même qui sont faites en principe pour réduire les inégalités, ont une fâcheuse tendance à les aggraver. Au demeurant, quand on regarde ce que les malades échangent, et là je reste sur le plan de la maladie, ce que les malades échangent, vous en avez juste fait allusion un tout petit peu, mais ce qu'ils échangent sur les réseaux, c'est extrêmement intéressant, et je pense que tous les médecins devraient aller mettre leur nez pour regarder et se former, mais se former sur ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas. Car là, la plupart des forums commencent par mon médecin m'a dit que, mais j'ai rien compris. En fait, les patients viennent sur les forums effectivement pour poser une question. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Alors peut-être que ça serait bien que les médecins se forment à ça. Alors ce que j'ai à dire par rapport à la non-communication, en fait, voilà, on voit énormément de projets dans l'ambulatoire. Donc voilà, on sait que l'ambulatoire, c'est très bien. Enfin, même les patients, ils n'ont pas envie de passer leur nuit à l'hôpital. Mais il y a une différence entre, effectivement, permettre à la personne de sortir, de se retrouver chez elle, avec sa famille, avec son petit mari, on va dire que c'est une femme qui lui fait son petit repas, et une personne qui est isolée, qui vit loin, qui se retrouve justement elle aussi, mais avec juste personne pour lui faire son repas, et comme elle est crevée, elle regarde au plafond, et donc du coup, ça va pas du tout. Donc l'ambulatoire, ça doit être un choix. Voilà, et les projets qui doivent se faire avec l'ambulatoire doivent vraiment être faits user-centered design. Donc voilà. Après, c'est pas parce que c'est sur Internet ou dématérialisé que ça n'est pas communicant. C'est aussi quelque chose, on le voit par exemple, moi je fréquente énormément Twitter, la communauté de médecins sur Twitter est très soudée. Voilà, donc ils utilisent un outil qui est un outil numérique, on peut imaginer en fait une partie sociale dans l'échange d'informations entre patients, entre médecins, avec une vraie relation. Enfin voilà, moi je suis issue d'une communauté de patients en ligne, je veux dire, clairement, s'il ne m'avait pas accueilli, s'il ne m'avait pas chouchouté, s'il ne m'avait pas expliqué ma maladie, il y en a que j'ai vu 10 ans après, c'est comme si je les connaissais en vrai. Donc c'est pas tant le problème du numérique en fait, c'est le problème de l'usage. Ensuite, ce que vous dites, par exemple pour la pharmacovigilance, on peut effectivement imaginer, donc on sait que les laboratoires pharmaceutiques regardent voilà, tout ce qui se dit, etc. Et il existe même des apps de pharmacovigilance. Il existe une app qui s'appelle Evidrug sur son smartphone où on peut faire des déclarations de pharmacovigilance. Voilà. Après, pour moi, la solution à tout ça, c'est de mettre des patients partout.
Enfin voilà. Bon, pour ça il faut les rémunérer, mais si on met, enfin voilà, moi je siège à la commission information patient de la HAS. Moi je suis très contente parce que du coup je peux voir un peu plus comment ça marche. Je discute avec la HAS. Voilà, on travaille sur la décision partagée. Enfin la décision médicale partagée, donc la décision partagée. On travaille sur des outils. Enfin voilà, ils nous ont montré, donc je n'ai pas le droit d'en parler, ils nous ont montré des choses qu'ils ont fait en interne. Moi c'est vachement rassurant qu'ils montrent à des associatifs, à d'autres personnes, en fait, ce qu'ils font. Enfin voilà, si on met à la NSM davantage de, enfin si on met des patients, enfin voilà, il y a depuis cette année vous allez m'aider, au CE, non c'est pas le CEPS, je confonds. À la HAS, à la commission de transparence, il y a des représentants patients. Voilà, donc la commission de transparence de la HAS, c'est elle en fait qui regarde le service médical rendu ou l'amélioration du service médical rendu d'un médicament. Donc à partir du moment où on colle des patients partout, en fait, on colle potentiellement des lanceurs d'alerte. Voilà, mais après il faut les rémunérer, les former, voilà, parce qu'effectivement les gens qui siègent à la commission de la transparence de la HAS, moi je me sentirais pas en capacité d'y aller, quoi. Donc il faut vraiment des gens qui derrière surtout ont un ancrage collectif avec d'autres associations, enfin voilà. Juste rebondir rapidement sur le point que vous évoquiez sur la relation humaine. Parce que je pense qu'effectivement, elle est très importante. Alors nous, on est baigné dans les data, dans les algorithmes et ces choses technologiques. Mais je pense que cette technologie peut apporter des réponses à la relation humaine, à la fois de médecin à médecin, mais aussi de médecin à patient. La dernière fois que je me suis retrouvé en face d'un médecin, c'était un quart d'heure de consultation, à peu près 14 minutes 30, il tapait sur son ordinateur. Donc c'était pas d'interaction avec moi, j'attendais. Il tapait sur son ordinateur son compte rendu. Donc c'était une question, une réponse, il tapait une question, une réponse. Donc en fait, moi j'ai fourni des réponses, mais il m'a fourni aucune explication. Et au bout d'un quart d'heure, on m'a dit merci, au revoir, on n'a plus le temps. En fait, ce qui est intéressant avec la technologie, et notamment quand on parlait tout à l'heure de deep learning, machine learning, vous savez, les deux termes, je vous ai dit de ne pas retenir, justement, en fait, si, retenez-les. Parce que ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on a des solutions qui commencent à émerger d'intelligence artificielle où, vous imaginez, vous êtes en face de votre patient, il n'y a plus d'écran déjà entre les deux, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en face du médecin, en tant que patient, il y a un écran, il y a une barrière. Déjà, waouh, c'est impressionnant. Donc là, on le met sur le côté. On met par exemple juste un téléphone, tout bête, comme ça, sur la table. On appuie sur un bouton. Et on discute avec son patient. Donc on lui pose des questions, il répond, ok, on essaie de trouver un diagnostic, on lui explique, on prend le temps. C'est-à-dire que le quart d'heure de consultation, ou plus, mais disons un quart d'heure, au lieu de passer 14 minutes 30 à taper, on passerait 15 minutes à discuter. Et derrière, l'ordinateur, il enregistre, il tape, il fait un compte-rendu. Et à la fin, le médecin, il sort, il regarde son écran, il lit son compte-rendu, ça fait 15 lignes ou 10 lignes, hop, il valide ou il invalide ou il corrige. Et en fait, ça, il y a des solutions qui commencent à exister aujourd'hui. Donc on recrée aussi, avec la technologie, la relation humaine. Là, il y a des choses qui sont en train d'apparaître, qui sont testées, qui fonctionnent, qui arrivent à faire ce type de choses, arrivent à enregistrer que ça, c'est une information de c'était telle question, donc telle réponse, telle question, telle réponse. Il y a des choses assez puissantes. C'est pas encore développé, complètement incluse, mais voilà, c'est aussi des patients et des médecins qui finalement se retrouvent avec aussi un peu de temps pour le patient. Enfin, ça, c'est des témoignages de médecins qui ont testé ces solutions, qui développent ces solutions-là en partenariat avec des ingénieurs. Donc ça, c'est juste un témoignage. Ensuite, sur l'aspect, et très rapidement, sur cette question de, oui, il y a des données, des flux, etc., très sécurisés, très experts, très précis, etc. Pourquoi on arrive encore à des scandales ou à des problématiques? Je pense que la donnée, c'est factuel, c'est une donnée. Après, il y a un mode de recueillement de la donnée. Il peut être bon, il peut être mauvais, il peut être biaisé. Puis après, il y a une analyse qui peut elle aussi être bonne ou biaisée. Puis après, il y a plein d'autres étapes entre les deux qui peuvent elle aussi être bonne ou biaisée. En réalité, souvent, à partir de la donnée, ce qu'il faut voir, c'est que l'analyse, l'erreur, elle est plutôt du côté de l'homme que de la machine. La machine, on lui demande de faire ses calculs, son algorithme, elle le fait, point. Et en général, et même pas en général, elle ne fait pas d'erreur. S'il y a une erreur, c'est que c'est soit une erreur de l'algorithme, soit une erreur humaine. Pour donner juste une petite anecdote très rapide, et ça rebouclera avec nos histoires de clés USB de tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est une histoire vraie, mais je trouve qu'elle est extrêmement intéressante pour montrer où est le point faible, finalement, de ces systèmes de données numériques et sécurisés. Quand les Américains, et notamment, je crois, la CIA, a voulu rentrer à l'intérieur des centrales nucléaires en Iran,
ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est la légende qui dit ça. Ils n'ont pas réussi, c'était trop sécurisé. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés dans les cybercafés à côté. Ils ont mis des virus dans les ordinateurs via des clés USB, juste comme ça, discrètement, en allant regarder Facebook ou en allant sur son compte mail, on met une clé USB, puis on met un virus. Parce que tous les employés de la centrale, ce qu'ils font, c'est quand ils sortent pendant la pause déj ou le soir pour avoir accès à Internet, ils vont dans les cybercafés, ils mettent leur clé USB pour récupérer un fichier, un dossier, un document envoyé par un cousin, etc. Puis après, ils reviennent dans la centrale et puis ils remettent dans leur ordinateur. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à passer le mur blindé de sécurité de la centrale en question. C'est simplement par l'homme, par une erreur de procédure et de protocole liée à l'humain, mais qu'est-ce qu'il est. Donc c'est pas un plaidoyer pour le numérique ou contre l'être humain, mais il faut voir aussi que derrière il y a des humains et voilà, on recrée la relation. Enfin, j'espère que ça répond en partie à vos inquiétudes. Peut-être, bon, pour aller dans le même sens, hein, je crois que c'est le rapport e-inclusion du Conseil national du numérique qui, en 2013, disait qu'il n'y avait jamais eu autant besoin de médiation et de médiation humaine qu'à l'heure de la dématérialisation des services, des process, etc. Donc oui, sans doute, dans ce qu'on raconte, il y aura un besoin de médiation humaine. Effectivement, si les individus demain se retrouvent confrontés à leurs résultats, déjà de la donnée, c'est abrupt, c'est très difficile à comprendre, mais en plus, le type de résultat ou d'analyse dont on parlait tout à l'heure, voilà, en termes de vous êtes atteint d'un cancer ou autre, là on dépasse la brutalité, là c'est extrêmement violent, et c'est effectivement, si on construit cette direction-là et cette voie-là, bon, on va dans l'impasse. Donc il y aura de toute façon besoin de médiation humaine, mais elle se recomposera sans doute autrement. Sans doute que le métier de médecin demain sera amené à se transformer un petit peu. C'est une évolution des métiers qui nous attend. Sans doute que les patients seront aussi, alors sans vouloir transférer la responsabilité sur eux non plus, parce qu'il ne s'agit surtout pas de faire ça, mais sans doute voilà, qu'ils seront amenés eux aussi demain à s'entraider dans, en quelque sorte, cette littératie, cette compréhension des données, des résultats, voilà, comment j'interprète, etc. Donc voilà, les médiations humaines, en tout cas, je pense qu'on est tous là pour dire qu'elles sont et qu'elles restent indispensables. Je m'adresse au patron pour savoir si on a le temps pour une dernière question. Une dernière ? Alors, toute dernière question rapide, alors très rapide. Peut-être ça peut être rapide, mais je ne sais pas si les réponses seront courtes. J'aimerais savoir comment vous définissez la lisibilité des informations médicales pour les patients. C'est très très compliqué. En fait, il y a, je m'y connais pas tellement sur le sujet. Voilà, il aurait fallu faire venir un spécialiste du user-centered design. Mais voilà, il y a des gens, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus sur comment impliquer les personnes concernées. Voilà, donc il faut veiller à ce que les personnes qui sont les utilisateurs finaux soient dès le départ, dès la conception, voilà, même partir de leurs besoins à eux. Après, c'est compliqué, ça demande du temps. La difficulté aussi, c'est que voilà, si on prend des associations de patients, il faut aussi qu'elles y retrouvent leur compte, au moins financièrement. Voilà, parce qu'on a effectivement des bénévoles qui sont disponibles, mais il y a aussi une structure et que, voilà, donc quelquefois aussi, notamment dans le diabète, ils sont très très sollicités, mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué aussi pour les associations de patients de rentrer sur ces sujets-là, clairement, quoi. Voilà, parce que on est des structures qui sont très occupées, qui ont pas beaucoup d'argent, qui font de l'information, de l'accompagnement, voilà. Et puis, souvent, on voit ça de loin aussi, quoi. Mais d'accord, moi je pense que je reprends le micro et donc je vous remercie tous les trois pour ce débat de qualité, j'ai eu l'impression en tout cas. On remercie encore une fois Numa de nous avoir accueillis. Et puis la prochaine rencontre débat aura donc lieu, Olivier, vous l'aviez presque annoncé, sur le thème de la blockchain. Et alors j'ai pas la date exacte, mais c'est le 9 novembre, voilà. Ici à 19h19 toujours. Voilà, je vous remercie à tous et bonne soirée.